Nous accueillons dans notre studio Guy Millière. Voilà, bonjour Guy. Nous attendons toujours Jacques Garello qui doit être coincé dans les embouteillages entre l'aéroport et le studio Radio Courtoisie. Alors pour tenir Guy au courant, il y a de plus en plus d'embouteillages. Oui, oui. D'ailleurs, c'était un sujet d'un de vos livres. Oui, tout à fait. Je viens d'en être victime. C'est l'actualité. Alors, nous étions en train de parler à propos d'actualité de François Hollande et de son intervention à la télévision jeudi. Donc, c'était quand peut-être pas jeudi. Si, c'était jeudi dernier. Et donc, alors, je finis peut-être. Oui, alors. Non, je vous dis de vous mettre devant le micro. Et j'étais en train de parler tout à l'heure du fait qu'il y avait 3 énormes tranches d'économie à faire pour la France et que le gouvernement actuel, comme le président précédent, n'ont pas pris la mesure, disons, des économies à faire, qui est d'abord, il faut adapter les dépenses aux recettes, c'est la première règle. L'autre énorme tranche d'économie qu'il faut faire, c'est qu'il faut bien à un moment la rembourser, cette dette. Donc nous avons 2000 milliards de dettes. On va pas la garder comme ça pendant 100 ans. Donc à supposer qu'on la rembourse sur, je sais pas, sur 20 ans, disons, ça fait déjà 100 milliards par an. Je divise ça brutalement sans calculer les intérêts composés. D'ailleurs, je ne serais pas capable de le faire de tête, mais donc ça fait déjà 100 milliards d'économies à faire par an. Si jamais on le faisait sur 50 ans, et c'est déjà énorme de rembourser une dette sur 50 ans, il faudrait quand même 40 milliards chaque année à sortir comme ça. Donc ça fait une deuxième tranche d'économie. Et quand on a fait ces 2 tranches d'économie, on n'a toujours pas baissé d'1 centime les impôts. Donc ça veut dire qu'il y a une troisième énorme tranche d'économie à faire pour l'État français, puisque la France est le pays le plus fiscalisé du monde occidental, disons. Donc si nous voulons mais justement, si je puis dire, c'est parce que la dette atteint ce niveau vertigineux qu'on la laisse filer. Car on pense que d'une part, on pourrait la réduire sous forme d'une dévaluation. Et ça, nous sommes devant le problème que pose Marine Le Pen, c'est-à-dire qu'un retour au franc par rapport à l'euro, c'est déjà la dette qui s'envole de 20%. Autrement dit, ceux qui préconisent ce système se mettent dans la tête qu'elle ne sera jamais remboursée. Alors, c'est aberrant. En France qui prennent cette position, on va dire léniniste, du non-remboursement de la dette. Oui, tout à fait. Parce que c'est tout à fait exact que si la France sortait de l'euro, immédiatement il y aurait une dévaluation du franc. Cette dévaluation du franc, dès lors que la dette est à rembourser en euros, impliquerait une augmentation vertigineuse de la dette d'un seul coup. Mais si on veut vraiment parvenir à stabiliser l'économie française et même à la relancer, la relance ne peut pas passer par les recettes qui sont proposées actuellement, qui sont dignes des médecins type Diafoirus de l'époque de Molière et qui sont complètement stupides, qui ne permettront jamais rien. Ça impliquerait une déréglementation, une garantie sur les investissements, une baisse radicale des impôts, des régulations, baisse radicale des impôts. Ça entraînerait d'abord, dans un premier temps, une augmentation de la dette, mais ça pourrait peut-être, si on mettait en place des conditions constitutionnelles, il faudrait que ce soit inscrit dans la Constitution, ça permettrait de rassurer les investisseurs, de rassurer les entrepreneurs et de relancer l'investissement. C'est uniquement par l'investissement, uniquement par la relance de l'esprit d'entreprise, uniquement par la possibilité de réattirer des entreprises vers la France, alors qu'actuellement elles s'en vont, qu'il deviendrait possible de retrouver un peu de croissance et d'arrêter ce qui se passe actuellement et qui est absolument dramatique à moyen terme pour le pays, la fuite du capital humain et du capital intellectuel et l'arrivée en même temps de gens sans capital humain et sans capital intellectuel qui viennent en espérant profiter d'une rente qui a quasiment totalement disparu et qui n'est payée qu'avec des déficits de plus en plus astronomiques. Et alors l'argument qui consiste à dire qu'on ne peut pas réduire la dette dans une période de récession est absurde, parce que si on ne la réduit pas au moment où il faut le faire, elle ne peut que s'accroître. Et alors, on ne voit pas comment la récession peut, à son tour, être supprimée. Mais là, la dette va s'accroître, mais moi, ce que je disais, c'était quelque chose qui pouvait éventuellement permettre de sortir de la récession. Parce que je pense que nous sommes dans une spirale potentiellement déflationniste, dans une spirale récessionniste, et que nous risquons de ne pas en
d'en sortir. Je dirais que nous sommes dans un effondrement lent mais sûr de toutes les économies européennes, dans un déclin de l'Europe. L'Allemagne est aussi touchée, ce qu'on ne dit pas souvent ici. Oui, mais l'Allemagne, quand même, avec une manière de s'en sortir, parce que finalement il y a un certain ralentissement, mais le cas allemand est exemplaire dans la mesure où ils atteignent l'équilibre budgétaire dès l'année 2015, ce qui est absolument le but de Madame Merkel, et une fois que vous avez l'équilibre budgétaire, vous n'êtes plus sur une ligne où la dette ne va faire qu'empirer, vous pouvez espérer régler le problème. Disons que l'Allemagne va mal, mais que la France va beaucoup plus mal encore. La France est, comme on le dit dans la presse du monde qui parle anglais, dans la presse des affaires, l'homme malade de l'Europe actuellement. L'Allemagne n'en est pas à ce point-là, mais si je parlais de l'Allemagne, c'est parce que l'Allemagne ne va pas si bien que ça sur tous les plans. L'Allemagne a décidé d'en finir avec le nucléaire si bien que dépend une énorme erreur de l'énergie qui est vendue par la Russie et par Poutine, ce qui augmente les coûts d'énergie pour toutes les entreprises allemandes, ce qui leur compte. Et ça, c'est une énorme erreur de la part de Mme Merkel, sous la pression des Verts. Exactement, elle a fait des concessions aux Verts. Oui, alors même que le prix du pétrole baisse aux États-Unis, donc... Oui, bien sûr, le prix de l'énergie. Toutes les énergies baissent aux États-Unis parce qu'il y a du pétrole. Et elle en arrive à croire à la possibilité des énergies renouvelables qui coûtent les yeux de la tête. Et finalement, elle doit importer, pour faire marcher ces énergies renouvelables qui sont intermittentes, du charbon des États-Unis. De sorte que non seulement elle va dépenser 100 milliards inutilement, mais en plus elle va faire augmenter la dose de CO2 dans l'atmosphère par le fait que les États-Unis, ayant maintenant des gaz de schiste, n'ont plus besoin de charbon et ne savent plus quoi en faire, et ils l'exportent à bas prix pour l'Allemagne, notamment, qui ainsi peut faire travailler ces énergies renouvelables avec les centrales à charbon. Le problème de ces énergies renouvelables, elles sont sans doute pleines d'avenir, mais il faudrait cesser de les subventionner, c'est-à-dire les laisser se battre de manière concurrentielle, on va dire, contre les autres énergies. Et dans certains cas, c'est-à-dire si vous avez une maison isolée en Provence, effectivement, ça vaut le coup d'avoir des piles photovoltaïques, ou si vous êtes sur le Mistral, ou enfin sur une zone comme ça venteuse, etc. Mais aujourd'hui, le vrai problème de ces énergies, c'est qu'elles fonctionnent à perte. Et donc elles sont condamnées à rouiller. C'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, elles ne sont que subventionnées. Oui, c'est ça, oui, bien sûr, oui. Et au contraire, on va vers des énergies renouvelables excessivement chères, alors que les énergies fossiles deviennent de plus en plus bon marché. Oui. Parce que, d'une part, le gaz de schiste a fait baisser le prix de l'énergie aux États-Unis d'une manière considérable. En plus, il est utilisé d'une façon tout à fait impressionnante en aval des industries qui sont obligées de le consommer, comme la pétrochimie. Et de ce fait, nous avons une ampleur de réserves de gaz et de charbon fossile qui fait que nous allons à l'encontre de tout ce qu'il faudrait faire avec ces énergies renouvelables. Alors je crois que le gouvernement Valls a ouvert un petit peu la porte sur les gaz de schiste en permettant, en ouvrant la possibilité de savoir un jour quelle était la quantité. Oui, tout à fait. C'est une pure hypothèse. Rien n'est mis en place concrètement maintenant. Et nous prenons du retard parce que le gouvernement actuel est prisonnier d'une majorité dans laquelle les Verts sont présents et pèsent de tout leur poids. Et tant que nous serons dans cette situation, nous tirerons des balles dans les pieds des entreprises, nous tirerons des balles dans les pieds de tous ceux qui peuvent permettre la production d'énergie d'une manière optimale. Et je dirais que sur ce plan, l'écologisme est suicidaire et destructeur. Absolument. Les Verts sont des gauchistes, il importe de le savoir, donc ce sont des gens qui sont hostiles à la croissance, hostiles au développement économique, et ils sont en train de détruire le développement économique. Et le gouvernement actuel, en étant l'otage des Verts, contribue à cette destruction économique. Et c'est pour cela que je pense que ce gouvernement, quoi que dise Valls, parce que Hollande, lui, ne dit à peu près rien, il promet des Jeux Olympiques en étant contredisé le lendemain par Anne Hidalgo. Donc, quoi que dise Valls, ce gouvernement n'est pas du tout sur la voie qui peut permettre le moindre retour à la croissance et la moindre sortie du déclin pour l'économie française.
D'autant plus que ça irait à l'encontre de son propre électorat, puisqu'il a été élu par un électorat qui ne paye pas d'impôts et qui dépense ce qu'on sait en dépenses publiques. Oui, par conséquent, il faudrait qu'il aille contre les vœux de ceux qui l'ont porté au pouvoir. Oui, mais c'est l'un des problèmes du socialisme. Le socialisme repose sur un clientélisme électoral qui fait que les socialistes se font élire avec les voix des uns qui sont censés être payés par l'argent que l'on prend aux autres. Alors, dès lors que ceux à qui on prend l'argent deviennent de moins en moins nombreux et que ceux à qui on est censé donner de l'argent deviennent de plus en plus nombreux, il y a un moment où les caisses sont plus que vides. Nous sommes dans ce moment, donc le socialisme ne peut que redistribuer la pauvreté et la pénurie. Et c'est même la misère désormais. Oui, c'est ça, exactement. Nous sommes un pays où il y a à peu près 10 millions de pauvres. Oui. Nous sommes un pays où il y a beaucoup plus que 3 millions de chômeurs, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont rayés des fiches du chômage actuellement. Nous sommes dans une situation extrêmement dramatique où les seules personnes qui s'en sortent, ce sont les gens qui sont très riches et qui ont un pied à l'étranger en même temps qu'un pied en France. Donc nous sommes dans un contexte où beaucoup de gens sont en désarroi, il y a une dépression, il y a un pessimisme généralisé, il y a une colère latente dans la société française et il n'y a aucune explication, ou quasiment aucune explication qui est donnée. C'est pour ça que le petit livre que je viens de sortir s'appelle « Voici revenu le temps des imposteurs ». Je dirais que nous sommes dans un contexte d'imposture généralisée. Il n'y a quasiment aucun homme politique qui propose des solutions qui sont susceptibles de redresser le pays. Il n'y a quasiment aucun économiste compétent à qui on donne la parole sur les grandes chaînes de télévision et qui soit susceptible d'expliquer pourquoi nous sommes dans une impasse. Il n'y a quasiment aucun journaliste qui fait un travail compétent d'explication de la situation dans laquelle la France se trouve. Et notamment, rappelons que nous sommes à l'écoute de Radio Courtoisie, le libre journal des économistes, une émission proposée par Jacques Garello que nous attendons et qui est actuellement dirigée par moi-même, Olivier Mérès, administrateur de l'ALEPS. Oui, Fred Aftalian. Oui, je voulais reparler à propos des impôts de l'ISF. Actuellement, il n'y a que Fillon qui, dans son programme, ait osé dire qu'il fallait supprimer l'ISF. Monsieur Juppé a été obligé, avec réticence, de dire qu'il serait plutôt favorable à ce qu'on le fasse. Mais en fait, cet ISF est en train de chasser les richesses françaises et nous en... Elle les chasse depuis longtemps déjà. Et qu'est-ce qui vient pour remplacer ces gens qui s'en vont? Ce sont les Qataris et tous les émirs du pétrole qui, eux, sont défrayés de toute imposition, en quelque sorte. Oui, tout à fait. D'ailleurs, de plus en plus d'appartements dans des arrondissements comme le 16e arrondissement appartiennent à des étrangers qui n'y sont que par intermittence. On est en train de chasser les Français de France je dirais que ça touche même les arrondissements plus populaires de Paris. La pénurie de logements fait monter les prix et dans ces conditions, les gens qui appartiennent même aux couches moyennes, aux classes moyennes, quittent Paris et vont s'installer en banlieue. Et c'est une situation absolument dramatique, d'autant plus dramatique que précisément on parlait de la circulation tout à l'heure. La ville de Paris est une ville dans laquelle le stationnement devient quasiment impossible, la circulation devient très complexe, donc des gens qui ont une famille, qui ont des enfants, ne peuvent pas se permettre de se déplacer, parce que quand vous avez des enfants en bas âge, vous n'allez pas vous déplacer en métro, vous n'allez pas vous déplacer en bus, donc seuls ceux qui auront les moyens de payer le taxi, ou seuls ceux qui ont les moyens de se payer une place de stationnement, et j'ai vu les prix des places de stationnement qu'on vend actuellement à Paris, mais c'est le prix d'une maison entière dans une ville comme Las Vegas ou dans une ville comme Miami. Qu'est-ce que c'est que cette ville où le prix d'une place de stationnement est le prix d'une maison dans des pays développés ailleurs? D'ailleurs, il y a une contradiction. D'un côté, nous voulons faire repartir l'industrie automobile, et de l'autre, nous la chassons des grandes villes, sous le prétexte que, là encore, les Verts viennent nous dire qu'il y a une pollution, alors que jamais on a eu moins de pollution depuis d'ailleurs que nous avons le pot catalytique et toutes les mesures qui ont été prises. Alors nous accueillons Jacques Garello dans notre studio. On va lui laisser le temps de s'installer. Alors pour le tenir au courant de notre conversation, nous parlions, mais peut-être nous avez-vous entendu dans le taxi, Jacques? Oui, en effet, dans le taxi où j'étais bloqué parce qu'il y avait une panne sur le périphérique. Alors j'ai réellement pas de chance. Quand les trains ne sont pas en grève, quand les avions sont également en grève et ont des perturbations atmosphériques, c'est le périphérique qui marche pas. Bon, cela dit, je remercie les auditeurs d'excuser mon retard.
et d'excuser mes absences aussi, puisque je crois que je n'ai pas été à l'antenne depuis fort longtemps. Qu'ils sachent que je leur garde toute mon amitié, ma fidélité, et que je fais ce que je peux, Marseillais, pauvre Marseillais que je suis, pour être plus près de vous régulièrement. Je salue également mes chers amis Fred Aftalion et Guy Millière d'être là pour combler mon absence, et surtout à Olivier Mérès d'avoir voulu démarrer cette émission. Alors voilà, j'en ai terminé avec les... Alors donc, pour vous tenir au courant de notre conversation, nous parlions de la prestation de François Hollande jeudi. Je préfère vous attendre pour parler des élections américaines. Moi, je suis pas très content parce que j'ai entendu dans cette radio que le président n'avait rien dit, n'avait pas de projet. En effet, pour moi, quand même, l'annonce des Jeux Olympiques, c'est quelque chose d'important. Ah oui, 2025. Oui, et surtout que c'est accompagné aujourd'hui d'une promesse de détaxation des manifestations sportives. Alors pas toutes, hein. Le football d'un côté, et puis sans doute aussi le golf, mais en tout cas c'est quand même un président qui voit loin, puisqu'il voit quelque chose qu'elle n'assistera pas, en tout cas pas en tant que président, je l'espère. Il vaut mieux voir loin, parce que s'il voyait de près, il serait catastrophé, je crois. Tout à fait. Mais vous savez, on sait depuis longtemps que gouverner, c'est prévoir. Je trouve qu'on a un président qui réellement prévoit avec beaucoup de talent tout ce qui va se passer en France. Et puis on peut se permettre, avec les 2000 milliards de dettes dont on parlait tout à l'heure, on peut se permettre d'organiser les Jeux Olympiques, d'autant que selon les promoteurs, cela va créer de l'emploi, va créer des richesses, de la croissance, etc. C'est des choses qu'on voit rarement à l'issue de ces grandes manifestations. Il voit d'autant plus loin que dès lors que Anne Hidalgo, maire socialiste de Paris, ne veut pas organiser ces Jeux Olympiques, il anticipe sans doute que les Jeux Olympiques seront organisés après qu'Anne Hidalgo ait quitté ses fonctions de maire, donc aux alentours de 2050, donc c'est une bonne nouvelle. C'est bien. Bon, allez, je vous ai entendu discuter aussi de la transition énergétique. Voilà. Une vraie folie. Un député, c'est M. Aubert, je crois, a parlé de trahison énergétique. Parce qu'en effet, c'est une transition qui nous coûte très cher, qui coûte cher à tous les peuples du monde d'ailleurs. On a énormément de ressources naturelles qui sont bien sûr non renouvelables, mais on peut tirer dessus quand même pendant 2 ou 3 siècles. Mais ça, évidemment, ça n'intéresse pas nos gouvernants. Alors j'ai une question d'un de nos auditeurs à ce propos. Ceux qui veulent le gaz de schiste, c'est une énorme erreur. On ne pourra plus boire d'eau potable. Toutes les nappes phréatiques seront polluées par les corps gras qui vont s'infiltrer, empêcheront la réagrégation des roches. J'en ai la preuve. Bon. Ah ben si, il faudrait qu'on ait la preuve. Oui, il suffit pas de le dire. Il faut savoir que le gaz de schiste est en train de créer un renouveau aux États-Unis et va avoir une importance capitale parce qu'il fera des États-Unis le premier producteur d'hydrocarbures dans quelques années. Oui, et puis ça libère les Américains de leur dépendance énergétique, qui à tout point de vue politique comme économique était extrêmement lourde pour eux. Alors justement, voilà la transition de tout trouver avec l'Amérique. On a un grand spécialiste des États-Unis et de la présidence américaine, puisqu'il a écrit plusieurs ouvrages sur Reagan et puis aussi sur George Bush. Alors, Guy Millière. Et sur Obama. Et sur Obama, oui, c'est le dernier. Alors, deux questions. La première qui concerne les récentes élections. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce qui se passe aujourd'hui et la raison pour laquelle Obama a été condamné, et surtout quelles sont les perspectives après? Commençons par ces élections. Je dirais que la réélection de Barack Obama était une réélection en trompe-l'œil. J'étais souvent aux États-Unis au moment de la réélection de Barack Obama. Je dirais que beaucoup de gens ont renoncé à aller voter ou hésité à aller voter. Ils sont allés voter pour Barack Obama en se disant c'est le premier président noir, c'est un symbole, vaudrait mieux qu'il soit réélu. Donc il y a une forme de culpabilisation qui a marché. Mais maintenant, il est tout à fait clair que la population américaine est très déçue, très angoissée par la situation, et ne veut plus d'Obama et ne veut plus non plus des solutions démocrates. Et ça, c'est quelque chose qu'on perçoit très peu dans le contexte européen. D'une part, on n'arrête pas de dire que l'économie américaine est repartie. C'est
très partiellement vrai, et si on regarde les chiffres... c'est vrai à cause du gaz de schiste. Oui, c'est vrai. Oui, mais bon, du côté de l'emploi, par exemple, les États-Unis n'ont pas retrouvé le niveau d'emploi qui était le leur en 2008, quand Barack Obama est arrivé au pouvoir, alors que la population américaine, elle, a augmenté, ce qui veut dire que normalement, les chiffres du chômage devraient être plus élevés. S'ils ne sont pas plus élevés, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont classés comme pauvres et qui sont sortis des statistiques du chômage. Si l'on regarde le nombre de pauvres, il a augmenté d'à peu près 20% depuis que Barack Obama est là. Ces pauvres sont des assistés. Donc Obama a mis en place un système d'assistance à l'européenne sur ce plan, ce qui lui a permis de faire baisser les statistiques du chômage. Allez, un peu de cocorico, on va dire à la française. Oui, c'est ça. Et d'autre part, si l'on regarde les chiffres de l'emploi, il importe de voir que beaucoup d'emplois à temps partiel ont été créés. C'est-à-dire que des gens ont échangé des emplois à temps plein contre des emplois à temps partiel. Et si autant d'entreprises ont créé des emplois à temps partiel, c'est à cause de l'Obamacare, dont on n'arrête pas de dire en France que c'est quelque chose de très bien. En fait, c'est quelque chose qui a démultiplié le prix des assurances santé pour beaucoup de gens. Donc beaucoup d'entreprises, pour ne pas avoir des employés à plein temps pour lesquels elles vont devoir payer ce système, préfèrent diviser les emplois et créer des emplois à temps partiel. Ce qui explique un certain nombre de créations d'emplois. D'autre part, il y a des gens qui préfèrent signer un texte auprès de leur entreprise en disant je renonce à m'assurer et je préfère payer les pénalités parce que ça me coûtera trop cher de m'assurer désormais. Il n'y a pas autant de gens qui sont assurés par le biais de l'Obamacare. On doit atteindre les 10 millions pour le moment sur une population de 300 millions d'habitants. C'est pas terrible et la plupart des autres essaient de garder leur ancienne assurance autant qu'ils le peuvent, quitte à payer des amendes, quitte à payer des pénalités au gouvernement. Donc les gens sont très mécontents de la situation économique pour les raisons que je viens d'indiquer. D'ailleurs, le salaire médian aux États-Unis a baissé depuis qu'Obama est là. Ils sont très mécontents de l'Obamacare. Et puis en supplément de leur mécontentement intérieur, il y a les mécontentements extérieurs. Je dirais que les Américains se disent que ce président n'a aucun sens du leadership, aucun sens du commandement, et que c'est très préoccupant et que les États-Unis ne sont plus respectés dans le monde. Et ils en ont des preuves lorsqu'ils regardent du côté de l'attitude de Poutine vis-à-vis d'Obama, lorsqu'ils regardent l'attitude des Chinois chez qui Obama est en ce moment vis-à-vis d'Obama. Quand ils regardent ce qui se passe au Proche-Orient, ils voient une catastrophe et un chaos généralisé que Obama ne semble pas en mesure de maîtriser et qu'il a même très largement provoqué en enlevant toutes les troupes d'Irak, alors que même ses plus proches conseillers lui disaient qu'il fallait garder un minimum de troupes en Irak. C'est ce qu'ont dit Leon Panetta et Hillary Clinton dans les mémoires qu'ils ont sortis cette année. Donc il y a vraiment une perte de crédibilité totale de Barack Obama que l'on sous-estime gravement de ce côté-ci de l'Atlantique. Bon, alors maintenant, dans l'immédiat, il va y avoir le blocage du budget par les républicains, mais est-ce que pour autant les républicains sont en mesure de mettre en œuvre une véritable politique alternative au sein même des républicains? On a dit, enfin certains commentateurs, moi je ne suis pas expert comme vous, on a dit qu'au sein même des républicains, la branche, je dirais, révolutionnaire ou novatrice, qui était celle qui était issue des Tea Parties, n'est-ce pas, a reculé au bénéfice des républicains traditionnels qui sont beaucoup plus près de Wall Street, de l'industrie, du patronat américain, ainsi de suite. Est-ce que c'est vrai ça ou pas? Je dirais que le Parti républicain reste pour le moment assez divisé entre les gens qui appartiennent à l'establishment de manière globale et les gens des Tea Parties qui, eux, incarnent effectivement cette aile révolutionnaire. Ceci étant dit, ce qui semble se dessiner actuellement, c'est une volonté du parti de se rassembler, et je dirais que même les gens qui appartiennent à l'établissement du Parti républicain ont tendance à se rapprocher des thèses des Tea Parties. Donc je pense que le Parti républicain comprend parfaitement que les erreurs qui ont pu être commises lors de la dernière élection présidentielle ne doivent pas se répéter, et qu'à partir de là, il va y avoir une union autour d'un programme. Et en tout cas, le Parti républicain, là, pour les mois qui viennent, se place dans une position résolument offensive par rapport à Barack Obama. Ce qui est logique, puisque Barack Obama n'entend pas faire la moindre concession. J'ai lu dans des journaux en France
lorsqu'on disait Barack Obama veut s'entendre avec le Congrès républicain, les gens qui disent cela doivent être sourds, malentendants ou pas comprendre l'anglais, parce que s'ils comprenaient l'anglais, ils auraient vu que Barack Obama a dit si le Congrès adopte mes positions, je pourrais m'entendre avec lui, s'il adopte pas mes positions, je passerai en force. Ce qui n'est pas vraiment une façon de s'entendre de manière consensuelle avec le Congrès. Donc je pense qu'il va y avoir des confrontations avec le Congrès au cours des mois à venir autour de la question de l'immigration. Barack Obama veut régulariser 11 millions de clandestins, ce qui changerait électoralement la carte américaine d'une manière extrêmement grave et préoccupante. Il va y avoir un affrontement autour des questions énergétiques, Obama a bloqué la construction d'un pipeline qui amène du pétrole depuis le Canada, le Keystone Pipeline, et les républicains en font une priorité. Les républicains veulent aussi enlever tous les moyens financiers de faire fonctionner l'Obamacare. Donc tout cela va faire l'objet de veto, de conflits, mais c'est vrai que l'élection qui se prépare, c'est l'élection de 2016. Sur ce plan, ce qu'il importe de voir, à mes yeux, c'est que la perte des élections de 2014 par les démocrates, c'est quelque chose qui va mettre du plomb dans l'aile au projet de Hillary Clinton. Tous les candidats qu'elle a soutenus dans cette élection ont perdu les élections. C'est quand même quelque chose qui doit être noté. D'autre part, du côté des républicains, il y a toute une vague de jeunes, précisément, qui vont se présenter. La jeunesse, actuellement, est du côté du Parti républicain. On a tendance à l'oublier. Des gens comme Ted Cruz, Marco Rubio, Rand Paul, pour ne citer que ces trois-là, font partie des têtes de liste du Parti républicain. Et ce sont des gens qui ont entre 40 et 50 ans. Ce sont des gens qui sont dans la force de l'âge. Vous n'avez pas l'équivalent du côté des démocrates. Le Parti démocrate est un parti qui est dirigé actuellement par des septuagénaires. En face des gens que je viens de citer... Il ne faut pas trop dire du mal des septuagénaires. Ah non, mais ce que je veux dire, c'est que si on veut incarner l'élan et le dynamisme, ou en plus, ce sont des gens qui sont plombés par leur passé. Je viens de parler de Hillary Clinton. Je pense que des choses comme l'affaire de Benghazi vont ressortir petit à petit. Et puis d'un autre côté, vous avez des gens comme Joe Biden qui est considéré comme un gaffeur à répétition. Donc si c'est tout ce que le Parti démocrate a à mettre devant les électeurs, ce n'est pas très brillant par rapport à ce que le Parti républicain peut mettre. D'accord, merci Fred. Artalion, vous vouliez intervenir sur... Oui, je voulais dire d'abord, ce qui est très important, et vous venez de le souligner, c'est que les républicains vont s'opposer aux Verts dans ce qui concerne l'environnement, et c'est d'autant plus important que nous avons en décembre 2015 ici à Paris une réunion type Copenhague et Kyoto, et que grâce aux républicains nous allons éviter des dommages supplémentaires parce qu'ils vont s'opposer délibérément à toute réforme du genre de cette transition énergétique. Par conséquent, c'est un grand service qu'ils vont nous rendre. Et puis, d'autre part, je crois que quand on se rappelle que dans le deuxième mandat de M. Obama, il s'est vanté d'avoir été réélu par les minorités américaines, ce qui est une absurdité en soi. Comment est-ce que un pays peut être gouverné par ces minorités? Autrement dit, tous les latinos, les noirs, tous les handicapés, les pauvres ont voté pour lui, et c'est finalement la majorité américaine qui est constituée par des hommes qui travaillent, etc., qui a été battue en l'espèce de Romney. Mon cher Fred, je tempérerai quand même un peu vos propos. Il y a des latinos, des handicapés, des noirs, etc., qui ont voté républicain également. Hein. Je crois pas que lui peut-être... C'est nouveau, ça. Ah non, je crois pas que, par exemple, le vote latino, c'est quand même beaucoup plus partagé qu'on ne le croit. Il y a 30% de latinos qui votent républicain, mais c'est un vote qui est en voie d'érosion du côté des démocrates, parce que dès lors qu'on va vers une pénurie dans la redistribution, il y a beaucoup de gens qui se disent je préfère avoir un emploi correctement rémunéré et pouvoir créer mon entreprise plutôt que de vivre d'assistance sociale. Donc ce vote s'érode. Pour que les démocrates restent au pouvoir, il faudrait qu'il y ait 80% de vote latino pour eux. Il faudrait qu'ils maintiennent
obtiennent 98% du vote des Noirs. Or, Obama a bénéficié d'un vote noir très très majoritaire, mais ça ne va pas être le cas de Hillary Clinton ou de Joe Biden parce qu'ils sont pas noirs. Les démocrates ont essayé de combler ça en disant que les républicains étaient en guerre contre les femmes, donc essayer d'attirer un électorat féminin. Cet argument n'a pas marché lors de la dernière élection. Donc ce vote des minorités est quelque chose qui a marché un temps, mais qui ne marchera plus nécessairement pour les démocrates dans le contexte actuel. Et pour en revenir à ce que vous disiez, cher Fred, sur la transition énergétique, ce qu'on n'arrête pas de dire aux États-Unis et au Canada, et c'est effectif et c'est vérifié, c'est qu'il n'y a pas de réchauffement global. Les chiffres indiquent même une légère baisse des températures depuis plus de 18 ans maintenant. Et donc dans ce contexte, parler de réchauffement global, comment on le fait? Depuis 15 ans, il n'y en a pas eu. Ah non, et avant, il n'y en a pas eu. C'est une ineptie. Vous voyez, on passe à un deuxième thème de notre réunion qui est celui de la désinformation. Et je suis heureux d'accueillir d'ailleurs Monsieur Rokensrogli, qui est le président du think tank libéral de Sciences Po. Ça existe, ce n'est pas contradictoire. À Sciences Po, il y a des gens qui ne sont ni dirigistes, ni socialistes, ni verts. Et nous sommes heureux de vous accueillir, mon cher président. Alors, la désinformation, c'est ça, c'est l'écho que l'on donne au GIEC. C'est vrai que le GIEC a prestigieusement remporté le prix Nobel, mais le GIEC est une association de malfaisants et de faux scientifiques. Oui, c'est une imposture comme l'intégralité des Nations Unies. Les Nations Unies ont dans leur commission des droits de l'homme des pays qui violent les droits de l'homme chaque jour et chaque heure. Pour ce qui concerne l'environnement, effectivement, le GIEC est une imposture scientifique. Ce sont des gens à qui on dit montrez-nous qu'il y a du réchauffement global et que c'est catastrophique, et comme ça vous serez rémunérés. Si vous ne parvenez pas à nous le montrer, eh bien vous ne serez plus rémunéré et vous ne serez plus membre du GIEC. Donc si toutes les découvertes scientifiques avaient été faites comme cela, eh bien nous en serions encore en deçà du moyen. Navire à voile. Et puis alors nous reprenons le cours de notre entretien et j'espère qu'en effet vous répondrez à l'invitation de Radio Courtoisie. On peut aussi prendre en considération les très nombreuses questions que le débat sur l'énergie, sur la politique ont suscité. Il est des questions qui d'ailleurs ont occupé la presse récemment à juste titre. Et je pense que notre réaction est la même que celle de cet auditeur qui nous dit que pensez-vous du scandale de la CGT dont le responsable fait payer des travaux de son appartement par le contribuable, ainsi de suite. La CGT qui a été condamnée à 20 000 € d'amende, j'ai vu. Voilà. Et des condamnations logiques. En Union soviétique, la nomenclatura avait de superbes appartements très bien entretenus, alors que le reste de la population devait se contenter de la pénurie. Oui, et le point dit la CGT lourdement condamnée, parce qu'il y a des condamnations avec sursis et 20 000 € d'amende. Autre question d'auditeur, pourquoi les intervenants, alors ça j'étais peut-être distrait quand je l'ai entendu dans la voiture, dans le taxi, pourquoi les intervenants affirment-ils que c'est la seule solution d'augmenter des impôts? Alors, la France est endettée auprès de qui? On n'a pas le souvenir d'avoir personnellement, j'ai dit qu'il fallait une baisse radicale des impôts, une réglementation, et je pense que c'est l'adaptation aussi. Donc, Oui, mais ça c'est une réponse, je dirais, au premier degré. Car vous ne pouvez pas baisser les impôts si vous ne baissez pas l'État. Oui, bien sûr. Moi, je mets l'accent. Les gens discutent sur l'équilibre budgétaire, sur ce que vous voulez, sur le matraquage, l'injustice, la redistribution. Tout ça revient à une question fondamentale. Nous payons des impôts à un État. Pourquoi l'État? Et que doit-il faire? Bien sûr, bien sûr. Alors, c'est ça le véritable fond de la pensée libérale. Ça consiste à dire l'État doit faire le minimum. Il doit faire ce qu'il seul a à pouvoir faire, c'est-à-dire utiliser la contrainte
pour faire respecter la liberté et la propriété des individus. Oui, mais un État obèse, hypertrophique et omniprésent est un État qui condamne ou bien lui-même à la faillite, ou bien la société civile à la faillite. Vaut mieux que ce soit lui qui soit condamné à la faillite le plus rapidement possible et que la société civile soit sauvée. Donc si on baisse les impôts, on va augmenter les déficits, l'État va être en faillite. En tant qu'économiste, je me permets de vous faire remarquer que la faillite de l'État, c'est notre faillite. C'est-à-dire que ça nous coûte de l'argent. Ah, bien sûr, bon. Mais si il n'y a pas moyen de le faire reculer, c'est la seule solution. Comment le faire reculer? Le défaut de paiement oblige l'État, on va dire, à faire des réformes. Voilà, exactement. Mais il ne faut pas souhaiter, bien évidemment, le non-remboursement des 2000 milliards d'euros. Non, bien sûr que non, mais actuellement... Tout peut le faire de manière intelligente, le défaut de paiement. Si c'est de manière proactive, en disant à ceux qui détiennent notre dette, ben voilà, on fait défaut, parce qu'effectivement, on n'a pas les capacités de rembourser notre dette, qu'on ne pourra pas rembourser de fait, on fait défaut sur telle partie de notre dette, sur telle proportion de notre dette, et on s'engage par ailleurs à faire des réformes, mais si c'est de faire de manière proactive et pédagogique, j'insiste sur le terme, je pense qu'on pourra même se retrouver avec des taux d'intérêt encore inférieurs à ce qu'on a maintenant, c'est ce qui s'est passé dans d'autres pays, mais il faut être proactif et expliquer, faire de la pédagogie. Mais il faut bien reconnaître une chose, c'est que les députés, en principe, sont censés surveiller les dépenses. Au lieu de les limiter, ils les augmentent. C'est ça. Ils ne les surveillent pas du tout. Nous sommes dans une non, mais les députés, ça fait absurde. Mais mon cher Fred, les députés, ça fait très longtemps qu'ils n'ont plus aucun pouvoir. Ils sont là simplement pour enregistrer les textes qui sont produits. Mais ils votent de nouvelles dépenses quand même. Hein. Oui, mais de temps en temps, ils mettent la main à la poche des contribuables. Oui, ça c'est sûr. Thomas Rockenfrocklin. Oui. Juste un point justement sur quand on observe la sociologie de l'Assemblée nationale ou les parlementaires d'une manière générale, la plupart d'entre eux sont des hauts fonctionnaires. Et ça explique aussi beaucoup de choses, qu'effectivement une assemblée de fonctionnaires vote dans le sens des fonctionnaires. J'ai rien contre les fonctionnaires en soi, mais c'est vrai que là c'est des hauts fonctionnaires spécialement, catégorie A, et donc ils votent des voix qui vont dans leur intérêt, dans le développement des fonctions de l'État, parce que ce sont eux qui les gèrent. Ça correspond d'ailleurs à l'analyse de nos auditeurs qui disent que n'arrivent pas à comprendre les sous-doués socialistes, c'est que la source de la richesse économique n'apparaît pas dans les livres de comptes ni dans les théories économiques. La source, c'est la motivation des entrepreneurs. Et c'est sur le développement de cette mesure qu'il faut concentrer tous les efforts, car elle seule, non seulement peut nous fournir de l'ornière, nous a conduit le paradigme socialo-keynésien, mais assurer une croissance durable. Tout à fait d'accord, mais je le répète, la raison pour laquelle les entrepreneurs sont harassés d'impôts, de grèves, de code du travail, de réglementation, la raison, c'est que l'État veut s'occuper de tout gérer, y compris les relations entre la création de richesse et puis la vie d'entreprise. En effet, la ressource se crée au niveau de l'offre, comme disait monsieur Jean-Baptiste C. Alors, je reviens à la désinformation. Il y a eu des exemples de désinformation assez remarquables depuis quelque temps. Et je crois réellement, j'ai eu le plaisir de lire à nouveau Le Monde dans l'avion, c'est le seul endroit où je connais cette feuille de chou. Donc, des informations, mais ça c'était général. Les médias ont fêté donc la chute du mur de Berlin, très intéressant. On n'a pas parlé de Reagan. Exactement, Reagan a été absent, il a complètement disparu dans la célébration du mur de Berlin. J'ai fait un article qui doit paraître aujourd'hui sur le sujet. Ouais. C'est vrai que je pense qu'il y a derrière cela une reconstruction des faits qui sert les eurocrates, les gens qui sont au pouvoir en Europe, parce qu'ils veulent dire que c'est grâce à leur grande bienveillance et grâce à leur attitude d'apaisement vis-à-vis de l'Union soviétique et grâce à la construction européenne que le mur de Berlin est tombé et que les États-Unis n'y sont pour rien, et puis que tout cela est dû aussi à la bienveillance du merveilleux monsieur Gorbatchev, qui s'est contenté d'être le syndic de faillite du communisme et qui a utilisé deux mots vides pour attraper les gogos, glasnost, transparence, et perestroïka, marche en avant. Et maison commune, on marche rarement en arrière, enfin il arrive qu'on marche en arrière, et bon, l'opacité n'est pas obligatoirement un thème très porteur. Donc avec ces deux mots, il a attrapé tout le monde. Il y a eu une Gorbimania à l'époque, mais on oublie que Mikhail Gorbatchev était là pour une seule raison, parce que l'Union soviétique était asphyxiée
asphyxiée, qu'elle avait été asphyxiée par la politique mise en place par Ronald Reagan, et que dès lors que l'Union soviétique était asphyxiée, Mikhail Gorbatchev devait chercher à attirer des capitaux vers l'Union soviétique. Et donc il devait présenter un communisme à visage humain, et son projet était celui d'une maison commune européenne, Europe-Russie. La maison commune, ça devait être l'armée rouge, l'armée soviétique, et l'Europe comme garde-manger, comme fourniture de biens de consommation. C'est-à-dire l'asservissement, oui, en gros l'asservissement de l'Europe occidentale. Et il y a beaucoup de dirigeants d'Europe occidentale qui étaient gorbimaniaques et qui disaient ça va être très très bien. Et à cette époque-là, vous avez eu d'ailleurs des manifestations contre Ronald Reagan, disant plutôt rouge que mort, des choses de ce genre-là. On oublie tout cela, on reconstruit l'histoire en oubliant ce qu'a été le totalitarisme soviétique, en oubliant que ce n'est pas l'apaisement vis-à-vis du totalitarisme soviétique qui a fait tomber le mur de Berlin, mais la force, la détermination et la clarté de vue de Ronald Reagan. Rappelons-nous le premier acte du mandat du président Reagan qui a été de dissoudre la grève des contrôleurs de l'air et de s'interdire d'être sous la coupe de ces contrôleurs, et il a finalement montré que l'aviation pouvait repartir et qu'il a montré un acte d'autorité qu'on n'a jamais vu. Quelqu'un qui a été dans le sens de la déréglementation, et quand il est arrivé au pouvoir, on lui a demandé quelles étaient ses lectures en termes d'économie. Qui a-t-il cité? Il a cité Friedrich Hayek, Ludwig von Mises, Henry Hazlitt et Frédéric Bastiat en supplément, effectivement. Donc il avait de très très bonnes lectures, et c'était quelqu'un de très clairvoyant sur beaucoup de plans, contrairement à ce qu'on dit aujourd'hui. Rappelons que la méthode qu'il a employée pour assécher l'Union soviétique, ça a été de passer un accord, on va dire, avec l'Arabie Saoudite pour faire baisser le prix du pétrole à une époque où il était très élevé, ce qui a totalement asséché l'Union soviétique. Mais Ronald Reagan est quelqu'un qui pensait... la guerre des étoiles, surtout. En poussant parallèlement, effectivement, comme le disait à cette époque-là, on a dit que ce projet était inepte, alors que les principaux pays du monde développé maintenant utilisent des systèmes découlant de l'initiative de défense stratégique. On oublie que, je rappelle juste en une seconde, j'ai traduit en français à l'époque et annoté les écrits personnels de Ronald Reagan pour montrer que Ronald Reagan était quelqu'un qui pensait et qui écrivait lui-même ce qu'il disait, parce que j'en avais assez qu'on le prenne pour un crétin. Un acteur de série B, comme disait. Oui, c'est ça. Alors, deux points sur cette question. Le premier point, Reagan avait une qualité qui était celle nécessaire à tout homme d'État, d'une fermeté dans les convictions et d'une autorité naturelle, d'un charisme naturel. C'était quand même ce qu'on appelait le grand communicateur. Mais en même temps, il avait un système de valeurs. Dans son discours sur l'Amérique est de retour, il ne voulait pas dire que l'Amérique était sur le retour parce que la croissance revenait, mais parce que l'Amérique retrouvait ses valeurs morales et spirituelles qui ont été à la base de la création de ce très grand pays. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et là aussi, s'agissant du mur de Berlin, on a fait de la désinformation, on a quand même oublié le rôle majeur joué par Jean-Paul II. Et aussi tous les résistants, non seulement de Pologne, mais de la Tchécoslovaquie de l'époque, de la Hongrie, ainsi de suite. Et les dissidents en Union soviétique. Et les dissidents en Union soviétique. Et il a dit, M. Gorbatchev, faites tomber ce mur. Oui, c'est un discours de 1987 prononcé par Ronald Reagan, et 2 ans après, le mur est tombé. Et d'ailleurs, quand on va à la Ronald Reagan Library, c'est-à-dire la bibliothèque construite pour Ronald Reagan dans la Simi Valley au nord de Los Angeles, il y a un grand pan du mur de Berlin qui a été envoyé par la ville de Berlin en remerciement à Ronald Reagan à l'époque. Et ça, c'est le genre de choses qu'on a tendance à totalement oublier. Ça fait partie de la désinformation. Désinformation aussi, je l'ai vu, on a dit mur de Berlin, désinformation aussi à propos de 14-18, où on a oublié un certain nombre de choses. Clémenceau est porté, par exemple, au nu, perd la victoire, ainsi de suite. C'est grâce à lui que la guerre s'est poursuivie pendant 2 ans, et que le plus grand nombre de tués a existé, puisqu'il voulait simplement écraser les Habsbourg. Donc ça, c'est
On l'a pas dit, bien sûr. Non, on l'a pas dit, comme on n'a pas dit qu'il y a eu une aide américaine déterminante à la fin de la guerre. Il y a énormément de choses qu'on n'a pas dit. On n'a pas dit non plus que le nombre de blessés, de mutilés de la guerre de 14-18 a gravement hypothéqué l'économie française pour les années qui ont suivi. Alors, j'ai encore beaucoup de messages en stock, et je vous remercie parce que ça montre que vous portez intérêt à notre émission. Un auditeur nous dit Hillary Clinton se voyait présidente, du moins aux yeux d'Anne Sinclair. Pensez-vous que la carrière de Hillary Clinton est terminée et que pensez-vous des Obamaniacs en France? Oui. Il faut dire que Hillary Clinton, du temps où elle était simplement la femme du président Clinton, a préparé un projet de sécurité sociale qui a d'ailleurs été un échec total et qui s'inspirait de ce qu'allait être l'Obamacare. Tout à fait. Mais si on demande aujourd'hui à des Américains quel est le bilan de Hillary Clinton, ministre des Affaires étrangères, en général, on tend le micro aux gens, ils n'arrivent pas à citer une seule action positive de Hillary Clinton. Par contre, ce qui leur passe par la tête sont des choses comme l'affaire de Benghazi, dont on a très peu parlé en France, alors qu'elle aurait dû valoir un impeachment à Barack Obama, parce qu'il y a eu un mensonge généralisé dans l'administration Obama, et Obama pratiquait la non-assistance à personnes en danger, mais les personnes en danger, c'était pas n'importe qui, c'est un ambassadeur des États-Unis et plusieurs membres haut placés des agences de sécurité américaines. Donc il y a eu une trahison à leur égard, et cette trahison était couverte par un mensonge, puisqu'on a dit que l'attaque du consulat américain de Benghazi avait été provoquée inopinément par un film islamophobe aux États-Unis. On a mis d'ailleurs le cinéaste, qui était assez mauvais, en prison, on a détruit sa vie, et il est avéré qu'en fait c'était une attaque par des gens d'Al-Qaïda. Donc il y a eu un mensonge d'État généralisé qui n'a pas fait scandale autant que ça aurait dû être le cas, mais qui à mon avis va gravement hypothéquer les chances de Hillary Clinton pour la prochaine élection. Alors voici une autre réaction d'auditeur qui s'affirme très courageusement, et il a raison: je suis ultra-libéral. Je voudrais savoir ce que vous pensez de l'idée suivante: suppression totale des impôts et dettes, des charges sur les sociétés. Et le fonctionnement de l'État ne se ferait que par la création monétaire, et l'État ne vivrait plus par l'impôt. Est-ce que c'est viable après modification de la Constitution ou pas? Alors, dans votre propos, monsieur ultralibéral, je remarque deux choses. La première, qui n'est pas libérale, qui consiste à faire financer les dépenses de l'État en faisant tourner la planche à billets. Ça, c'est de l'escroquerie. C'est pas libéral, oui. C'est pas libéral l'épargne, donc c'est dommage. Ça, c'est très keynésien, c'est très socialiste. C'est l'assouplissement monétaire des États-Unis. Et c'est très français, et ça a été appliqué par la Fed aux États-Unis depuis maintenant pratiquement 15 ans. Au Japon aussi. Oui, ça c'est ce qu'on appelle l'Abenomics. Au Japon, ils ont dit, voilà, on va mettre des taux d'intérêt à zéro. On va doubler la masse monétaire, et on va voir ce qu'on va voir, la croissance va repartir. Total, en ce moment, le Japon est en train de s'enfoncer. C'est un échec complet pour le Japon. Alors, il faut dire quand même que peut-être Monsieur Abe, c'est son véritable nom. Oui. Monsieur Abe a spéculé sur une chose. Il s'est dit, au fond, qui détient la dette japonaise sont des Japonais. Oui. J'augmente pas les impôts, mais je leur fais payer ça en inflation. D'ailleurs, Friedman parlait de l'impôt d'inflation. Mais surtout, il a dévalué le yen par cette fabrication de monnaie, mais en fait, il n'a absolument pas réglé le problème. Les Japonais sont dans un état de déflation comme auparavant, et une chose qu'on n'a pas constatée, c'est que cette dévaluation du yen qui aurait dû favoriser l'exportation ne l'a pas fait pour une raison simple, c'est que de grandes industries japonaises fabriquent déjà à l'étranger. Bien sûr. Donc ça ne joue pas sur le sol des... Non, mais ça c'est une vieille blague. Hélas, je suis souvent obligé de le relever auprès de quelques amis industriels que je peux avoir. C'est l'histoire de la dévaluation compétitive. Voilà. On va abaisser la valeur de la monnaie. Alors à partir de ce moment-là, nos prix seront plus bas, les gens pourront acheter plus facilement. Ils oublient d'abord déjà que
on va payer plus cher ce qui vient de l'étranger. En particulier, nous avons besoin de l'énergie et les équipements, souvent. Hein. Et puis, deuxièmement, en réalité, si aujourd'hui un pays n'est pas compétitif au niveau international, c'est pour des problèmes structurels, c'est des problèmes d'entreprise, d'organisation du travail, de concurrence, d'État-providence, ainsi de suite. Alors, prenez le mal à la racine et ne mettez pas des emplâtres sur une jambe de bois. Rappelons-nous que les Allemands n'ont cessé d'avoir un solde positif à l'exportation, alors que leur monnaie, le mark, ne cessait de se valoriser. Donc c'est une incitation à la productivité que d'avoir une monnaie forte. Alors toujours sur le thème de la désinformation, il y a deux problèmes. On va apporter d'abord, on va donner la parole à notre ami Rogan Strokli, qui a été très très silencieux jusqu'à présent. Peut-être va-t-il prendre sa revanche maintenant, je l'espère du moins. Une des informations, ça a été la fameuse émission d'Arte sur l'histoire du capitalisme. Et au-delà, je crois, la désinformation à propos du libéralisme en France. Alors commençons d'abord par l'émission d'Arte. Comment ça s'est présenté et comment avez-vous réagi? Alors effectivement, c'était une série de 6 articles d'Arte sur le capitalisme qui visaient, leur démarche, c'est d'expliquer dans quel contexte est le capitalisme et qu'est-ce que c'est réellement. On a très vite remarqué cette série, parce qu'évidemment c'était en plein dans notre thématique, et on a tout de suite, dès le premier reportage, compris que c'était un portrait misérabiliste, à la limite du marxisme, produit par Arte. Et donc on s'est dit, il faut réagir, on peut pas laisser passer ça. Après tout, c'est une chaîne publique, donc c'est l'argent des contribuables qui finance ça. Mais sans pour autant dire Arte a tort sur tout. Il y a des choses qui étaient intéressantes, notamment quand il parlait d'anthropologie sur la naissance de la monnaie. C'est des choses qui étaient très intéressantes, mais qui étaient mal traitées. Et donc on s'est dit, il faut réagir, mais de manière intelligente, proactive et pédagogique. Et donc on a rassemblé un maximum de think tanks libéraux français et même en Allemagne avec l'objectif de rédiger 6 articles qui expliquent point par point pourquoi capitalisme et esclavage ne sont pas compatibles et sont même strictement opposés, par exemple. Et voilà. Et sur chaque point. Oui, parce que dans l'émission en particulier, il y avait quelques points forts, quelques sommets. En particulier, on a accusé Adam Smith d'être à l'origine de la défense de l'esclavage. Oui, alors c'est tout l'inverse, il était membre du parti abolitionniste, déjà, en Angleterre. Donc, déjà, de fait, individuellement, ça tient pas. Et puis, en plus, il a démontré, tant du point de vue moral que du point de vue économique, du point de vue moral, que c'était, que l'esclavage était quelque chose d'atroce. Et du point de vue économique, en plus, ça nuisait à la bonne efficience du marché que d'avoir des esclaves. Donc sur tous les points, c'est absolument... Et je crois que c'est à Nantes, il y a un monument qui... Oui, effectivement, il est cité juste à côté des Victor Schaurer, effectivement, au mémorial de l'abolition de l'esclavage de Nantes. Et on a interviewé M. Piketty à plusieurs reprises. Oui, alors ça, c'était un autre point, c'est qu'effectivement, c'est que dans le choix des intellectuels qui étaient invités, tous étaient quand même connus pour leur engagement, au moins keynésien, effectivement, Piketty en tête. Et ça, c'était typique, avec sa promotion de l'imposition sur les fortunes, on était sûr que ça allait à l'encontre de ce qu'on voulait démontrer. Oui, pas complètement, oui. Oui, alors, donc, première réaction contre la désinformation. Donc, le capitalisme n'est pas... une machine à faire tuer le murnous, comme on dirait aujourd'hui, ni à prôner l'esclavage. Au contraire, c'est une doctrine de la libération de l'énergie humaine et de sa dignité. Ça, c'est important. D'ailleurs, Hayek a écrit un petit livre associé avec je ne sais pas quel autre professeur, qui s'appelait « Le capitalisme et les historiens ». Et il a relevé toutes les âneries qu'on a pu écrire et que les gens continuent à croire sur la manière dont la révolution industrielle, ou la dite révolution industrielle, s'est déroulée en Angleterre et en Europe. En particulier, l'histoire de ces paysans
qui acceptent de se vendre à des industriels, ainsi de suite. Alors qu'en fait, dans la paysannerie de l'époque, ceux qui allaient travailler à l'usine étaient considérés comme des feignants. Parce que le travail, il était beaucoup moins difficile que dans les champs. Et plus rémunérateur. Et bien sûr, comment on peut imaginer, car à l'époque, il n'y avait quand même pas les camions de bestiaux ou les wagons de bestiaux ou les camions de déportation. Comment vous pouvez imaginer qu'il y a des millions de gens qui ont quitté leur pays tranquille pour aller dans les usines? Est-ce qu'on les a forcés à y aller? Non. Ils y allaient volontiers et ils étaient mal vus. Et il faut dire que cette révolution industrielle anglaise s'est faite sans la moindre intervention de l'État. Et c'est très intéressant parce que finalement les capitaux qui ont été réunis ont servi à la construction de routes et l'État à cette époque n'a absolument pas vu son mot à dire. Ce qui est le contraire de ce que nous voyons. Les socialistes appuient sur le fait que quelques clochards ont été réquisitionnés pour travailler dans les usines et nous expliquent, disons, que toute la révolution industrielle anglaise s'est faite là-dessus. Bien évidemment, ce sont des phénomènes qui sont très très limités. Merci Olivier de cette précision. Revenons à Arte. Alors, autre des informations d'Arte. En dehors d'Adam Smith et de l'esclavage, de l'esclavagisme capitaliste. Il y a effectivement toujours cette idée que les compétences de l'État, que seul l'État en fait peut nous sauver de l'afrocapitalisme, et que dès qu'il y a une crise, c'est forcément à cause d'initiatives privées. Et je pense notamment dans leur explication de la crise de 29 comme de la crise de 2008, où ils nous expliquaient qu'à chaque fois c'était le capitalisme débridé, la finance sauvage et apatride qui venait détruire les travailleurs. Et or, ce qui était amusant, c'était de voir qu'à chaque fois qu'il y avait des problèmes, à chaque fois, ça venait d'organismes publics. Sur la crise de 29 comme sur la crise de 2008, ça vient à chaque fois de taux de la Banque centrale américaine très bas pendant une dizaine d'années auparavant, et qui effectivement encourage à la spéculation. Mais pourquoi ça encourage à la spéculation? Parce que l'argent n'a plus de prix. Donc tout le monde est irresponsable dans ce système. Et quand l'argent n'a pas de prix, quand les individus n'ont plus à assumer leurs responsabilités, effectivement, les acteurs n'ont plus d'informations et se mettent à spéculer. Mais il faut bien voir qu'est-ce qui a permis ça. Je ne nie pas le fait que, effectivement, il y a des banques qui ont des comportements inacceptables. Mais il faut voir ce qui a permis que ce système arrive là. Et ce qui a permis qu'on en arrive là, c'est effectivement des taux de la Banque centrale américaine très bas 10 ans auparavant, et l'argent n'avait plus de prix. Oui, de manière générale, je crois que dans un communiqué, on va y venir dans un instant, dans un communiqué que vous avez publié, et auquel d'ailleurs la LEPS s'est associée, ainsi que d'autres instances très libérales, vous précisez que ce qu'on appelle aujourd'hui capitalisme, c'est déjà de la désinformation, parce que nous ne sommes pas en capitalisme, nous sommes en économie dirigée. En capitalisme d'État. Nous sommes en capitalisme d'État, comme disait le nom du socialisme. Monsieur Marché. Capitalisme monopolistique d'État, n'est-ce pas? Bon. Et c'est ça, aujourd'hui, les gens disent la crise du capitalisme. Monsieur Sarkozy lui-même, d'ailleurs, et tous les gens du G20 sont tombés d'accord pour dire écoutez, ce qui se produit, nous on s'en enlève les mains, c'est pas nous, c'est la finance, c'est le capitalisme sauvage, donc il faut changer le système pour guérir la crise. Donc ils ont non seulement oublié d'arrêter de faire des imbécilités, mais ils les ont multipliées en disant c'est parce que on n'a pas été assez présent, c'est parce qu'on n'a pas assez fait confiance à l'État qu'on est en crise. Alors maintenant l'État est de retour. Là, il faut voir que le keynésianisme était intellectuellement et politiquement mort en l'an 2000. Exactement. Et Hayek était le héros du jour. Voilà. Et il avait été tué par Reagan, Thatcher, Hayek, Friedman, ainsi de suite. Le keynésianisme était mort. Il a ressuscité miraculeusement. C'est la crise de 2008. Avec la crise de 2008. Et là, on est allé ressortir Keynes, et puis on a lancé ces programmes de déficit public en disant le déficit budgétaire, c'est ce qui va faire redémarrer la machine. Keynes lui-même ne l'aurait pas dit d'ailleurs. Non, il n'a pas dit un autre problème. Il n'a pas dit exactement. Bon, mais ça c'est de la désinformation, et je crois que il est très important que dans votre communiqué vous ayez bien fait la distinction entre l'agression
générale contre le capitalisme, en partant d'ailleurs de la tête. Les plus anticapitalistes ont été Sarkozy, Obama et le G20, alors qu'il y a des pays qui ont échappé à la crise, parce que n'était plus... Oui, il y a une idée à retenir de ça. Il n'y a pas eu de crise au Canada, il n'y a pas eu de crise en Nouvelle-Zélande, il n'y a pas eu de crise en Australie, il n'y a pas eu de crise en Afrique du Sud, ainsi de suite. Et ce qui a provoqué la crise, là aussi, il y a de la désinformation. C'est non seulement ce qui vient d'être dit concernant la politique des banques centrales et de la banque centrale américaine, c'est aussi la politique des subprimes. Il y a des banques qui ont fait des prêts qu'elles n'auraient pas fait sans cela, parce qu'on les a obligés à les faire. Monsieur Greenspan. Et réactivé par Clinton. Oui, exactement. Et puis, ressorti aussi du chapeau. De toute façon, tout est étatique à la base. C'est-à-dire que la monnaie, le dollar et l'État, et d'ailleurs, on n'a pas encore vu les dernières conséquences de cet assouplissement monétaire de la Banque fédérale américaine. Car le taux zéro est intenable. Et que ce taux zéro provoque ce qu'on appelle une trappe à liquidité. Car les gens n'investissent pas parce qu'ils ont peur que la remontée des taux va leur faire perdre de l'argent. Donc la Banque centrale maintenant est devant un problème. Comment faire remonter les taux sans provoquer une nouvelle crise? Oui, exactement. Alors revenons à votre association. Alors il y a aussi... j'y reviendrai. Qu'est-ce que vous avez encore reproché et redressé des erreurs volontaires de Arte? Il y avait un peu de malhonnêteté dans la manière dont il citait Ayn Rand et Friedman en prenant à chaque fois des extraits qui étaient très particuliers. Ils prennent un tout petit moment des conférences de Friedman, Free to Choose, où il dit ce que vous connaissez une société qui ne se base pas sur l'avidité. Et mettre ça avec une musique de fond comme si c'était l'empereur dans Star Wars, hein, alors qu'effectivement c'est pas ce qu'il voulait dire. Si on écoute Friedman ce qu'il dit, il dit mais effectivement, les individus poursuivent leurs intérêts égoïstes. C'est ni bien ni mal, c'est normal. Et que un libéral n'est pas contre la solidarité, n'est pas contre la charité. Il veut simplement que ce soit un choix moral. Aujourd'hui, quand on voit le système de l'État-providence, on ne peut pas dire qu'il y a une solidarité entre les Français, puisqu'on n'a pas le choix. C'est obligé. C'est obligé. Donc il n'y a pas de solidarité. La solidarité, c'est d'abord un choix moral de dire j'ai envie d'aider telle personne ou telle catégorie de population. Et quand tous ces gens, par exemple Piketty qui parlait de solidarité, voilà, ce n'est pas de la solidarité, c'est imposé. C'est un système étatique qui nous l'impose. Donc c'est pas de la solidarité. Moi, je voudrais bien être solidaire, mais aujourd'hui, vu ce que chaque fois que je fais des jobs étudiants, tout ça, vu déjà ce qui est ponctionné sur mon maigre salaire de job étudiant, je peux même pas, par exemple, aider, je sais pas, éventuellement des amis à financer des projets, ou je sais pas, ou même pour mon association, par exemple. Un étudiant aujourd'hui qui veut financer son association, il est obligé d'une certaine manière d'aller trouver des subventions auprès de l'État, parce que l'État lui en prend trop sur ses propres salaires pour pouvoir financer son association. Vous savez que l'ALEPS a pris l'engagement de n'utiliser aucun argent public que ce soit, ce qui fait que d'ailleurs on est parmi les associations françaises certainement l'une des plus pauvres. Voilà. Oui, mais l'État cherche à créer des dépendances. Mais tout à fait. Bon, la solidarité obligatoire et publique a tué la solidarité volontaire et privée. C'est certain. On ne peut pas faire tout le bien qu'on voudrait faire parce que on n'en a plus les moyens. C'est-à-dire que l'État, là encore, s'est attribué le monopole de la solidarité. Vous n'avez pas le droit de participer à cette solidarité de la manière dont vous voulez, à différence de ce qui se passe quand même aux États-Unis ou en Angleterre ou même en Allemagne, où tout ce qui est charity business est important, c'est-à-dire qu'en fait, une partie des impôts peut être affectée à des initiatives sociales, humanitaires, éducatives, culturelles, et c'est déduit des impôts. Et l'initiative privée peut en plus par exemple tout ce qui est économie sociale et solidaire, tant que c'est pas réglementé, que c'est pas financé par le public, moi je trouve ça absolument génial. Mais il faut laisser les individus faire et ils répondront eux-mêmes aux problèmes sociaux. Effectivement, on prend par exemple l'exemple des banlieues. Par exemple, il y a eu combien de plans banlieues dans la Ve République? Il y en a eu des dizaines, il y a eu des milliards investis, ça a servi quasiment à rien. Désolé, mais c'est même contre-productif. C'est même contre-productif. C'est ce que dit Frédéric Bastiat, que ce qui se voit, ce qui ne se voit pas. Mais si on laissait, d'une part, si on abaissait les réglementations sur la construction, toutes les tours auraient pu être
remplacé bien avant. Et d'autre part, effectivement, si on laissait des initiatives de type économie sociale et solidaire se former, on pourrait, pour moi, c'est des entrepreneurs comme les autres. Ils ont un marché, effectivement, une population avec peu de ressources. Bon, ils vont, par exemple, pour le cadre d'une épicerie, ils vont chercher des invendus dans la grande distribution. Enfin, ils se débrouillent, mais faut le laisser faire. Et ils arrivent à faire des entreprises rentables et qui ont, si on veut, une dimension éthique. Mais pour moi, ce sont des entrepreneurs comme les autres. Il faut laisser faire les entrepreneurs et on arrivera à régler ce type de problème. Tout à fait, tout à fait. Alors, parlez-nous un peu de votre association, parce que là aussi, il y a une autre forme de désinformation qui consiste à croire que les jeunes, maintenant, se moquent pas mal de la chose publique. Ce qu'ils cherchent, c'est à devenir fonctionnaires, surtout quand ils sont à Sciences Po, ils cherchent à devenir dans les cabinets ministériels, ou les grandes organisations comme celle que préside M. Joulier, par exemple. C'est intéressant, Caisse des dépôts et consignations. Alors, est-ce que c'est ça la jeunesse aujourd'hui? Est-ce que vous êtes une expérience pilote ou une réserve d'Indiens? Alors non, ce n'est pas ça la jeunesse aujourd'hui, heureusement d'ailleurs. Think Libéral, c'est une association qui a été créée il y a 1 an maintenant. Et je reprends tout à l'heure au début quand je suis arrivé, vous avez employé le terme de think tank. Et je voudrais revenir là-dessus parce que nous ne définissons pas comme un think tank dans le sens où nous ne proposons pas d'évaluation de politique publique, nous n'avons pas de solution technique à proposer. On se définit comme une association culturelle. On veut faire découvrir une autre culture politique qu'est le libéralisme. Et pour ça, on a 2 axes. Un, de la pédagogie, en partant de thèmes qui concernent les étudiants. Par exemple, le logement, première année qui arrive à Paris. Il va être surpris du prix du logement, il va peut-être rien trouver en dessous de 700 ou 800 euros par mois, mais il faut lui expliquer pourquoi, parce que pour nous, par exemple, le fait qu'il y ait des APL, de toute manière, les propriétaires le disent clairement au moment de la signature, vous avez le droit à 100, 200 euros gratuitement offerts par l'État, nous, on en prend compte dans notre loyer, et nous, ça nous permet de faire 200 euros de plus. Mais il faut expliquer ça en partant des thématiques des étudiants, à chaque fois. Mais il faut s'adapter. Alors, à Sciences Po, on a un public plutôt large, donc c'est assez génial, parce que du coup, on peut parler vraiment de tous les sujets, mais par exemple dans des écoles d'informatique, il faut parler des libertés sur Internet. La dernière loi qui est passée là-dessus est absolument scandaleuse. Mais voilà, donc à chaque public, il faut trouver une manière de s'impliquer dans le libéralisme. Et le deuxième axe qu'on développe, c'est essayer de montrer par l'exemple que des jeunes peuvent réussir de grandes choses sans avoir besoin de leur école, sans avoir besoin d'aide publique. Typiquement, là, on est en train de travailler à la mise en place d'un Startup Weekend qui sera porté par le mouvement Students for Liberty. Alors attention, on est sur la radio de la francophonie quand même, il faut dire, il y a beaucoup de mots là, think tank, on va dire association de réflexion. Association de réflexion, laboratoire d'idées, effectivement. Alors effectivement... alors start-up, même chose, jeunes entreprises de croissance. Jeunes entreprises de croissance, et donc on va essayer de montrer en allant voir des entrepreneurs, en allant voir des individus qui vont nous aider à financer ça, qui pourront participer au jury, mais je veux dire qu'on peut vraiment aujourd'hui, en plus à notre génération, avec toutes les technologies qu'on a, on peut se coordonner au niveau national sans problème pour défendre nos idées et surtout pour les incarner. Surtout ça que je voudrais développer, c'est qu'il faut absolument qu'on incarne nos idées, qu'on ait à la limite même pas besoin d'expliquer ce qu'on fait, quand on voit nos actions, que les gens se disent « Ah, c'est génial ce qu'ils font, ça bouge, c'est dynamique, je vais aller voir ce que c'est, même si c'est pas curiosité. » Et d'ailleurs, à cette occasion là, de votre manifeste contre la mission d'Arte, votre réaction, qui nous a tout à fait ravis et à laquelle nous nous sommes associés. Cette réaction est celle d'un groupe qui maintenant a une dimension européenne. Ou plus exactement, vous êtes presque une branche française, une initiative européenne. On va pas chercher... Alors, il y a une structure européenne, effectivement, voilà. Mais... Alors, ça s'appelle Students for Liberty. Voilà. Les étudiants pour la liberté. C'est une organisation mondiale. Alors, effectivement, il y a une direction européenne, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est pas venu dans une logique de haut en bas, c'est que c'est des mouvements spontanés qui se sont créés. Alors, il faut aller voir les gens. On a beaucoup travaillé, notamment avec mon ami Christophe Selzer, Philippe Laurence aussi, à aller contacter des gens dans des villes dont on avait remarqué effectivement sur Facebook, sur Twitter, qui s'intéressaient à des problèmes, des auteurs libéraux ou même forcément juste à une thématique sans forcément se réclamer du libéralisme, mais sur un point, ils avaient une manière de penser qui nous intéressait. Et donc on allait voir ces gens-là en leur expliquant est-ce que tu t'intéresses au libéralisme, est-ce que tu connais tel ou tel auteur sur telle question. Et effectivement, après quelques mois de travail, on se retrouve aujourd'hui avec
avec des groupes étudiants dans une quinzaine de villes maintenant. Alors qu'on avait on en avait juste 2-3 il y a un an, et là maintenant on est vraiment une quinzaine de groupes, et on arrive à se coordonner au niveau national sur des groupes sur Facebook. On travaille vraiment beaucoup, et c'est génial parce que du coup on a des profils complètement différents. Il y a des gens qui sont plutôt dans la culture informatique, d'autres qui veulent faire de l'économie, d'autres qui veulent faire de l'histoire, et on arrive à faire travailler ces gens-là, à mettre en place des synergies locales, et des gens qui finalement, on a la seule valeur ajoutée qu'on apporte, c'est l'énergie de mettre en contact les gens. On leur apprend rien. S'ils font de l'économie, ils en feront toujours. Simplement, là, ils la font dans un cadre étudiant culturel, et comme ils travaillent ensemble, ça a beaucoup plus de poids et beaucoup plus d'influence. C'est ça qui nous intéresse. Merci beaucoup. On a appris beaucoup de choses. On a rétabli un certain nombre de vérités sur les États-Unis, sur le réchauffement climatique, sur la transition énergétique, sur la réglementation européenne et française. Sur Reagan. Voilà, sur Reagan, bien sûr. Je voudrais simplement rappeler, et pour conclure à nos auditeurs, vis-à-vis de nos auditeurs, je voudrais rappeler simplement que l'ALEPS, qui est l'Association pour la liberté économique et le progrès social, se multiplie depuis des années, 50 ans bientôt, pour faire connaître le vrai visage du libéralisme. Le libéralisme, contrairement à l'émission d'Arte, n'est pas une machine à broyer les pauvres et à imaginer la puissance de l'argent et de la finance. Le libéralisme, c'est avant tout une certaine idée de l'homme. Et l'homme ne peut pas s'épanouir, ne peut pas démontrer tout son potentiel, et les jeunes ne peuvent pas progresser si l'État prétend occuper tout le terrain. Et nous, notre programme politique, il est très simple: diminuer l'État, qu'il revienne à ses missions qu'on appelle régaliennes, et encore certaines d'entre elles peuvent-elles très bien être assurées par des initiatives privées. Et surtout, n'oublions pas que le libéralisme, c'est une certaine idée de la liberté et de la dignité. C'est important, car il y a aussi un volet moral dans notre libéralisme. Alors, je vous prie de croire que ce combat va gagner, et pour vous en persuader, je vous demande de vous reporter à ce que nous faisons à l'ALEPS, 35 avenue MacMahon, et surtout notre site libre.org, www.libres au pluriel, parce que c'est liberté et responsabilité, libres.org, où vous trouverez le texte du manifeste qui a été signé par des personnalités intellectuelles, politiques et économiques remarquables. Je cite Philippe Nemo, Guy Millière, et puis nos amis de l'ALEPS, bien sûr, Fred Artagnan et puis Olivier Mérès, des hommes politiques comme Madeleine Novelli et tant d'autres, des chefs d'entreprise comme Charles Becbédé, ainsi de suite. Vous verrez ce manifeste, le libéralisme va continuer, et le libéralisme est la véritable alternative. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal des économistes dirigé par Jacques Garello, diffusé en direct mercredi 12 novembre 2014 de midi à 13h30